Salut à tous, je suis Farid, je vous êtes sur RGB 99.2 FM, le 100% football amateur que vous aimez tant. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec aujourd'hui un invité de marque, Jamel Sanjak, président de la Ligue de Paris, et je serai accompagné exceptionnellement de trois consultants. Et oui, William Longuet, Mohamed Tazamouche et Raymond Chai. Dans cette émission, il sera question de la future élection à la présidence de la Ligue de Paris, de l'arbitrage, du racisme et des attentes du monde amateur à travers cette Ligue de Paris. Donc, un programme copieux, chers auditeurs, auditrices. Euh, J'espère que l'émission va vous plaire et on va pouvoir démarrer de suite. Et je vais donner la parole à Jamel Sanjak. Bonjour Jamel. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais aussi donner la parole à William. Comment vas-tu, William? Est-ce que tu m'entends, William, William? Oui, je t'entends. Comment vas-tu? Très très bien, merci. Bonjour à tous. Il y a aussi donc Mohamed Tazamouche. Comment vas-tu, Mohamed? Bonjour, très bien, merci. Merci de m'avoir invité. Un grand plaisir de pouvoir rencontrer le président de la Ligue et puis de partager avec les autres coachs. Exactement. Et Raymond Chai. Comment vas-tu, Raymond? À ma foi, très bien. Très, très bien. Comme Bon, bah, aujourd'hui, donc, l'ensemble des invités. exactement. Donc, merci à tous d'être présents. Jamel, première question, avant peut-être de parler de la Ligue de Paris, des enjeux de cette présidence, de cette future présidence du 19 décembre prochain. J'aimerais, pour se mettre en jambe tranquillement, peut-être ouvrir la boîte à souvenirs et j'aimerais connaître de votre part votre votre meilleur souvenir en tant que joueur et coach dans le monde amateur. j'en ai trop, je ne peux pas absolument pas sélectionner un souvenir, puisque ce souvenir va forcément se raccrocher à des hommes ou à des femmes ou à un événement, et j'aimerais pas que certains me disent Jamel, tu te rappelles, on a fait ça, on a fait ça. Vous savez, à Noisy-le-Sec, depuis 81 que je suis arrivé avec mes frères et mes potes en fait du quartier, où on a construit ce projet, on avait 21 ans. Et le club était en promotion de deuxième division. À l'époque, il y avait la promotion de deuxième division, c'est-à-dire actuellement la quatrième division de district. Donc j'ai tellement de super souvenirs avec les générations de joueurs qui ont succédé au club, dont la plupart sont restés très très proches de nous et on est restés très amis. Il y a eu la première génération avec les proches, quoi, soit Gino Prata, Nasser, Abdel Aboualak, Vaz Chouki, qu'on appelait Chouki. Ensuite, il y a eu la génération Stéphane Morbello, qui sont venus juste après. Après, il y a les championnats nationaux, des 4, des 3, avec d'autres joueurs et d'autres aventures. Mais très sincèrement, c'est pas là-haut qu'on a eu le plus de plaisir, c'est en bas. L'accession, mais William, il est passé par là, il sait de quoi je parle. Les accessions en district, en ligue et de ligue en national, c'est les plus beaux souvenirs. Les plus beaux souvenirs de ma vie, en fait. C'est surtout toute l'histoire humaine qu'on a construite avec les joueurs, avec les éducateurs du club. En fait, construire un projet de club qui est à la fois un projet humain et un projet sportif. En fait, c'est un tout. Et quand là, j'échange avec des anciens joueurs comme Sylvain Ragnès ou Alain Richelot. Tiens, hier, j'ai été au conseil régional et j'ai vu la petite nièce de Taya Moutou, incroyable. La fille, elle travaille. Elle me dit que c'est la nièce de Taya, un petit jeune qu'on a eu au club. Voilà, ça m'a rappelé plein de souvenirs aussi. Donc, un souvenir en particulier, très sincèrement, j'en ai pas. En fait, c'est un tout. C'est l'histoire humaine avec mon club. Non, mais parfait, moi ça me va très bien. Jamel, déjà de ces quelques souvenirs que vous avez pu nous partager. Mais j'ai plein d'anecdotes, Actualité. Farid. Hein. J'ai plein d'anecdotes, par contre. Là, des Ben, anecdotes, allez-y, on a allez-y. plein, Moi, je suis preneur que hein, ça d'une soit en anecdote. stage, ça soit en stage avec les joueurs dans le sud de la France ou à Thonon-les-Bains, etc., où
En fait, on avait, comme dans certains clubs ou certaines grandes écoles, on baptise les nouveaux joueurs. On baptise les nouveaux joueurs. Donc, il y avait un process. Et en fait, le process était simple. C'était en fait d'en inventer un pendant tout le stage. Et les joueurs nouveaux ne savaient pas en fait qu'il n'y avait rien. Mais ils tremblaient toute la semaine par rapport à ce qu'on avait inventé. Et les joueurs pensaient qu'il y aurait ça à un moment ou à un autre dans le stage. Et c'était assez amusant de voir les gens comment ils pouvaient craindre quelque chose qui n'existe pas. Ça fait penser en fait un peu aux gens qui. Mais sinon, si, on avait quelques trucs assez sympathiques, mais je peux pas raconter au micro, même si ça fait quelques années. Non, mais on avait une super ambiance avec les joueurs. Et le travail, c'était le travail. Et puis le week-end, quand on s'amusait tous ensemble en boîte ou ailleurs, voilà, quand on devait s'amuser, on savait s'amuser, mais quand on bossait, on bossait. Très bien. En tout cas, merci pour cet échange, Jamel. Actualité oblige. J'aimerais revenir sur ce qui s'est passé mardi dernier au Parc des Princes, Jamel, et les propos racistes du quatrième arbitre officiel durant le match Paris Saint-Germain-Başakşehir. Il y a de quoi être choqué, non? Bah, écoutez, nous, moi je travaillais quand il s'est passé ça, j'étais encore à la Ligue, on travaillait sur un dossier et j'ai reçu des SMS, et notamment du président Fernand Duchossois, l'ancien président de la fédération, qui me demandait si j'étais au parc. Bon, je lui ai répondu que non, mais sans plus. Après, j'ai reçu 2-3 SMS de personnes qui me disaient est-ce que tu es au courant et tout. Moi, je comprenais rien du tout, mais en général, quand on reçoit 2-3 trucs comme ça, c'est souvent des mauvaises nouvelles, on reçoit rarement des bonnes nouvelles. Donc après, je me suis connecté et j'ai vu effectivement qu'au parc, le match était arrêté, etc. Bon, ceci étant, moi, ce que je trouve d'assez incroyable, c'est que ça puisse venir d'un officiel. Et en tant que président d'une instance comme la mienne, l'officiel, pour moi, c'est celui qui est en charge d'incarner cette lutte contre le racisme, qui est en charge d'incarner l'institution. Et que ça puisse venir de ce type de personnes, pour moi, évidemment, était profondément choqué. Bien évidemment, je ne fais pas d'amalgame, je ne vais pas faire d'amalgame avec l'ensemble du monde arbitral, mais il est important de noter que quand il y a un dérapage, ben, il faut le dire. Quand il y a un joueur qui dérape, c'est pas tous les joueurs de France qui sont à culpabiliser. Quand un entraîneur pète un câble, c'est pas tous les entraîneurs. Donc pareil pour les arbitres, sauf que là, c'est assez choquant. Et la deuxième des choses, c'est ça remet en cause en fait les espèces de programmes de communication de lutte contre le racisme où on affiche des logos magnifiques avec une campagne, avec un beau logo sur le maillot, des joueurs qui le portent et on croit qu'on va régler le problème. Ce que j'ai à dire aussi, c'est par rapport à l'attitude des joueurs et de la direction du club qui a été remarquable. Oui. Parce qu'il y avait quand même une qualification au bout, quoi. Sortir du terrain, et ne pas y rentrer, vous savez pas ce que va décider l'UEFA, vous savez pas ce qui va se passer. Et à ce moment-là, ils auraient pu perdre sur tapis vert et ne pas se qualifier. Et l'attitude des joueurs et de la direction du Paris Saint-Germain a été remarquable. Et moi, j'ai été fier de ce geste-là. Voilà. Exactement. J'en profite pour de poser également la question à mes consultants. Qu'avez-vous pensé de ce qui s'est passé mardi dernier, messieurs? Ben, moi, personnellement, je pense que c'est une très bonne initiative qu'ont eu les joueurs, avec les risques que ça incombait. Parce que normalement, quand on a abandon de terrain, on prend le risque de perdre sur tapis vert, comme l'a souligné Diane Saint-Jacques. Les deux équipes pouvaient marquer moins un point, donc qualifier Manchester United. Et voilà, ils ont pris leurs responsabilités, je trouve ça bien. Maintenant, moi, ce que j'ai peur, c'est des conséquences de tout cela et que ça entraîne des fois de la dérive. C'est-à-dire qu'il y a des matchs arrêtés presque 10 par semaine. Donc, il va falloir bien gérer cette situation et puis savoir ce qu'on doit faire si tel élément se reproduise. Parce que quand on va rouvrir les stades au public, etc., forcément, le racisme, il ne va pas s'évaporer. Il y en a, on l'a connu, nous, notre région Île-de-France est un peu moins touchée, on va dire, par tout ça, mais ça existait surtout dans nos générations anciennes. Et c'est moins présent, je pense, aujourd'hui. Mais bon, il y a peut-être d'autres ligues qui vont être encore plus touchées que nous par rapport à ça, quoi. Donc j'ai peur de la dérive.
que ça soit même des prétextes pour dire on sort du terrain, etc. Et que, voilà. Je pense qu'il faut vraiment une ligne droite et une ligne directrice importante. D'accord. Et Raymond, Mohamed? Moi, moi, pour ma part, je vois ça d'un bon œil. J'ai suspendu le match parce que en fait, le racisme n'a rien à voir n'a rien à faire dans des lieux comme ça. Ça, c'est des lieux fédérateurs, c'est des lieux où c'est le vivre ensemble, c'est du spectacle. Tu viens pas pour une couleur, tu viens pour voir un spectacle, pour voir du football, pour voir quelque chose qui te plaît et qui t'attire. Et en plus, là, ça vient des officiels, c'est encore plus grave. Parce que c'est pas un supporter qui l'a crié du fond de sa tribune, ça reste quelqu'un de proche, quelqu'un du terrain, c'est quelqu'un qui est censé faire en sorte que, comme il a dit M. Sanjak, c'est quelqu'un qui est censé faire en sorte que tout se passe bien. Et au final, ça sort de sa bouche. Moi, je pense qu'ils ont fait une belle réaction. En plus, derrière, il y a une belle qualification. Donc, l'un dans l'autre, ils ont tout gagné. Ils ont gagné la fierté, l'honneur d'être sortis comme ça. Et que derrière, ils mettent un score. Ils ont montré quelque chose de très fort. Exactement. Mohamed, pour finir? Oui, moi je rejoins William. Aujourd'hui, effectivement, ça a été à la vue de tout le monde ce qui s'est passé. Mais comme le dit William, demain, quelles vont être les limites quand dans le football amateur, un spectateur lambda va insulter un joueur pour quelque raison que ce soit? Quelles vont être aujourd'hui les dispositions qui vont être prises? Parce qu'effectivement, là, à la télé, tout le monde a entendu les paroles, les propos, même si on n'a pas entendu les propos de l'arbitre, on a entendu ensuite la suite des événements. Mais en amateur, voilà, ça va être de caler ça parce qu'on n'est pas à l'abri. William, comme Jamel, comme tous qui ont pu connaître, quand on va des fois dans des régions pour jouer dans certaines régions, c'est classique. Donc, quelle sera la limite de se dire on arrête, on continue? Est-ce que c'est l'arbitre qui le décidera? Est-ce que c'est les joueurs qui doivent quitter le terrain pour pas perdre les matchs, comme l'a pu dire les personnes précédentes? Ça va être très très compliqué à mettre en place et à comprendre où sont les limites. Bon, de toute façon, Oui, il y aura... Mohamed, là-dessus, tu as tout à fait raison. Oui, je ne sais pas si je peux intervenir. Simplement, oui, je voudrais bien sûr. rebondir ce qui a été dit, notamment par Mohamed. C'est tout à fait juste, sauf qu'à un moment donné, on parlait d'anecdotes tout à l'heure. Noisy-le-Sec et tout de suite après Aubervilliers, on était les premiers clubs à avoir atteint les championnats nationaux, tu sais, dans les années 90. Et on était les premiers clubs à venir avec des équipes d'Île-de-France. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je t'assure que et jusqu'en national. Donc, et à l'époque, le national, c'était Lorient, c'était Valenciennes, c'était des grosses cylindrées qui aujourd'hui en Ligue 1 et Ligue 2, Guingamp, etc. Et je l'ai dit, je l'ai dénoncé. Sauf que dans les règlements disciplinaires, les propos racistes, ils n'existaient pas. Et personne n'a voulu nous suivre. On a vécu, et Karim, on échange souvent sur nos anecdotes. Mais moi, j'ai eu un match, je peux pas dire les noms des clubs, mais où les supporters, c'est 8-10 000 spectateurs, chantaient la Marseillaise contre nous comme si on était venus d'un autre pays. On a eu un club qui nous a mal reçus et que un dirigeant, quand il a vu nos joueurs sortir du car devant le stade à l'arrivée pour le match, qui a dit tiens, Noisy rentre de vacances, ils sont tous bronzés. Donc évidemment, ce genre de choses aujourd'hui ne pourrait pas être tolérable, mais nous on a vécu ce genre de choses. Et les salles arabes et les salles noires, crois-moi que il faut avoir les reins solides quand tu joues en national et que tu as derrière toi 1500 spectateurs qui insultent. Rappelez-vous de Ronald Zizi, pour ceux qui l'ont connu, le gardien de but qu'on avait, qu'on prenait plein la gueule, où on jetait les bananes et tout. Personne, ni au niveau fédéral, n'a sanctionné sur la parole d'un éducateur, d'un club, d'une équipe. Alors ça, on l'a vécu. Je suis complètement d'accord avec vous. Depuis que je suis dirigeant au district ou à la Ligue de Paris, on n'a eu aucun
un événement qui a été relevé à notre connaissance. Personne nous a dit, et les gens connaissent mon combat, donc croyez-moi, s'il y avait eu un problème en Ile-de-France d'un propos raciste, croyez-moi, ça serait remonté à la Ligue très vite. Je n'ai jamais été interpellé par un club, un éducateur, un joueur qui a été insulté en Ile-de-France. C'est vrai que nous, on est un petit peu en avance par rapport à d'autres sur le thème du vivre ensemble et les partages. Notre population et un brassage de population depuis plusieurs générations maintenant qui nous met à l'abri de ça. En tout cas, je l'espère. Mais croyez-moi que s'il arrive un truc comme ça en Ile-de-France, on saura, réagir, pas comme quand on nous a laissé il y a 10-15 ans tout seul à nous débrouiller. Très bien, merci en tout cas, Ouais, mais Jamel. pour corroborer tes propos, Jamel, il y a aussi cette inquiétude, elle vient aussi de l'UEFA, qui a mis quand même près d'une heure, voire 1 heure et demie, pour savoir si le match reprenait. Alors que, bon, directement, ils auraient, avec les moyens qu'on a aujourd'hui au niveau de la télévision, etc., voilà, dans ces conditions, ça aurait été même très dangereux de reprendre. C'était pas prévu dans le règlement, a priori. Hein. Oui, mais d'accord, mais justement, c'est pour ça qu'il faut anticiper, avoir une ligne directe. Tu as raison, William, d'autant que les arbitres, ils sont branchés, en plus, tu as vu, avec les micros. Mais bien sûr, donc aujourd'hui, ils n'ont pas d'excuses, ils ne peuvent pas dire j'ai pas entendu. Il est au courant. Messieurs, l'élève, etc. J'aimerais continuer quand même sur l'arbitrage. Avant l'arrêt des championnats, Jamel, il y a eu des agressions envers des arbitres, comme la jeune arbitre de 18 ans. C'est un sujet sur lequel on vous attend. Comment lutter contre ça, Jamel? C'est pas Farid, c'est pas le seul sujet où on m'attend, hein, depuis. Non, bien sûr. Sur plein de sujets qu'on m'attend. Sur l'arbitrage et notamment sur cette jeune fille, parce qu'on a eu 2 coups sur coup, hein, un jeune garçon et une jeune fille. Oui. C'est sur un match de district, donc c'est pas un match qui concerne la Ligue, mais ça concerne mon territoire et surtout un arbitre, donc qu'il soit de Ligue ou district, je suis impliqué dedans. Et évidemment, je ne rejette pas sur mon président de district la responsabilité, bien au contraire. J'ai reçu la jeune fille à la Ligue et j'ai été absolument abasourdi. Parce que cette jeune fille, c'est une jeune fille magnifique, mais quand je dis magnifique, c'est magnifique. Et je ne comprends pas que des jeunes de 18 ans puissent insulter ou agresser une jeune fille. Alors je dis pas que si elle était moche, il fallait l'insulter, c'est pas ça que je dis. Je dis moi, à son âge, au mec qui l'a insulté, qui l'a agressé, je l'aurais plutôt attendu à la sortie du match pour avoir son numéro de téléphone, toi, et pour essayer de l'inviter à boire un pot, et certainement pas l'insulter. Alors, par rapport à ça, bien évidemment, les commissions de discipline sont indépendantes, et c'est tant mieux, ont joué leur rôle. Nous, par contre, on a rebondi là-dessus et il est clair que les jeunes filles et les jeunes garçons ne peuvent plus aller sur les terrains tout seuls. Et aussi, il faut choisir leur désignation de match. On ne peut pas envoyer une jeune fille de 18 ans sur un terrain où on sait que c'est chaud. On connaît un peu l'Île-de-France, donc on sait que voilà. L'envoyer comme ça à la boucherie, c'est pas possible. Donc nous, on va procéder à des accompagnements systématiques des jeunes arbitres de 18-19 ans. Et puis on va veiller effectivement à faire en sorte que leur désignation soit sélective et pas des désignations, vous savez, automatiques comme on a un appareil qui fait les désignations. Là, il va falloir faire des sélections négatives. C'est absolument inacceptable. J'ai pas de mots en fait. Moi, j'étais quelqu'un d'un peu turbulent sur le terrain, mais jamais je me suis permis de passer à l'acte. Jamais de la vie. On peut être énervé pendant le match parce qu'on est chaud. Voilà, c'est chaud. On est un peu en sueur. Bref, on est énervé. On a eu. Bref, il y a toutes sortes de choses. Je comprends, moi, à un moment donné. Ça ne veut pas dire que je pardonne. Mais je suis passé par là. Sauf que d'agresser une jeune fille ou un arbitre à la fin du match, soit par un joueur, ça c'est inacceptable. Et bien évidemment, nous on va prendre les dispositions pour que ça ne se reproduise pas. Oui. D'ailleurs, je vous ai entendu, Jamel, sur un autre média, vous disiez comme quoi vous n'étiez pas assez suivi par la justice. Comment comptez-vous faire évoluer cela? Regardez, on n'est pas assez suivi par la justice, et puis aussi il y a des arbitres qui abandonnent leurs plaintes. Là, on a un cas qui est passé récemment. On m'a fait remarquer que la police à 2 reprises a convoqué, ou plutôt invité l'arbitre plaignant à venir faire sa déclaration après avoir posé la main courante. Il a jamais poursuivi. Alors il y a 2 solutions.
soit il est passé à autre chose, et ça c'est pas bien, parce que nous on est derrière et on veut le soutenir, et puis surtout pour les autres arbitres, pour lui et les autres arbitres, ou il a été menacé, c'est une des deux choses. Parce que nous on a eu un jeune arbitre qui a été agressé il y a la saison dernière ou la saison d'avant, et à qui on avait donné un rendez-vous, en fait c'est un guet-apens, avec un copain qu'il connaissait, mais sauf que son copain est venu avec un des joueurs qui avait été expulsé. Et il a été frappé avec des gants vous savez, de moto, des gants De moto. Ouais. voilà, de moto, et ce môme a été défiguré, tout ça. Bref, nous, on a pris des dispositions extrêmement fermes contre cette personne et tout. Et ce joueur et son club ont été en appel en fédération. Et en fédération, ils l'ont absous parce que l'arbitre, le jeune arbitre, a changé sa version. Il a eu peur, exactement. Et mon combat aujourd'hui, c'est que on n'ait plus besoin sur les appels que l'arbitre soit présent. Et on n'a plus besoin de sa présence. Il suffit simplement de s'appuyer sur son rapport. Point final. Surtout des jeunes qui peuvent changer. Les arbitres d'un certain âge, voilà, ça va, ils tiennent la route. Mais les jeunes comme ça, surtout ceux qui ont été agressés sur un guet-apens, il est traumatisé. Et donc en fédération, on a absous le mec. C'est absolument scandaleux, je l'ai dit et je l'ai redit au président de la fédération. C'est inadmissible, c'est un signe négatif qu'on envoie à nos arbitres. C'est pas parce qu'ils changent d'avis, mais s'ils changent d'avis, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi il a changé d'avis? Pourquoi il n'a pas reconnu son agresseur? Pourquoi ceci? Alors que chez nous, il a été formel. D'accord. Justement, à ce propos, est-ce que tu penses que, Jamel, au niveau juridique, les arbitres se sont soutenus et savent que enfin, ils peuvent gagner. Et puis, non, tu as raison, William. Il y a la justice, c'est très lente. Et normalement, il y a eu la loi Lamour qui protège les arbitres comme des officiels, comme des officiers de police. Mais en réalité, il y a beaucoup d'affaires qui sont classées. Parce qu'il y a de nombreuses affaires, en fait, et la justice ne va pas jusqu'au bout. Et nous, nous, on est désolé de tout ça, quoi. Et après, tu vois comment ça se passe au ballon, on passe à autre chose. Mais qu'il ne faudrait pas passer à autre chose. Moi, je souhaite que la justice se saisisse de ces dossiers et frappe fort, frappe très fort. Parce que vous le savez bien, vous qui êtes des coachs et tout ça, que s'il n'y a pas l'arbitre au milieu du terrain, les matchs, c'est pas possible. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de match possible. Mais non, c'est pas possible. Vous le savez tous, que ce soit en national ou en bas, l'arbitre, il joue un rôle important. On peut être énervé après lui, on peut contester une décision, ça je le comprends. Mais on sait très bien l'importance qu'il a quand il prend le sifflet. Et il est tout seul en plus. En fait, il est tout seul et souvent dans un environnement pas simple. Donc le mieux, c'est de l'aider à faire son arbitrage, parce que plus il a la pression, moins il sera bon sur le terrain. Et s'il n'est pas bon sur le terrain, il sera pas bon pour personne. Oui. Oui, d'accord. Jamel, avant peut-être de rentrer dans cette future élection de la Ligue de Paris, j'aurais encore quand même une dernière question sur l'arbitrage. C'est un sujet qui est quand même important. Un mot, j'aurais aimé entendre de votre part un mot sur Stéphanie Frappard, originaire du Val d'Oise, qui a arbitré récemment un match de Ligue des Champions, Juventus Kiev. Elle a reçu des louanges de la presse écrite et même française forcément. C'est de bon augure. Ça valorise l'arbitrage et en plus l'arbitrage féminin. Et surtout l'arbitrage francilien. Parce qu'à un moment où personne ne la connaît, quand je suis arrivé à la Ligue en 2013, personne ne la connaît. Il n'y a que le milieu de l'arbitrage qui la connaît. En 2015, je lui demande de venir au comité directeur de la Ligue, ce qu'elle a accepté de venir, et pour représenter l'arbitrage francilien. C'est la première fois qu'une femme, depuis la création de la Ligue, c'est-à-dire 1919, il y a un siècle, qu'une femme représente l'arbitrage féminin. Et c'était le message que je voulais lancer à l'ensemble de notre arbitrage. Elle est restée à la fin du mandat, il y a un autre méda. On l'a aidé, vous avez vu tous ceux qui sont habitués à la Ligue, on a utilisé Stéphanie comme j'allais dire, symbole de l'arbitrage francilien. On l'a utilisé sur nos supports, bref, on l'a valorisé. J'ai fait tout ce que j'ai pu auprès de Pascal Garibian pour la promouvoir suite à la formation chez nous, et on s'est battu pour qu'elle arbitre en Ligue 1, et j'ai même encore des vidéos pendant les soirées les étoiles du foot amateur où j'interpellais Pascal Garibian qui était dans la salle en lui disant que nous on attend avec impatience que Stéphanie arbitre en Ligue 1. Bref, et aujourd'hui, après elle change de camp, elle passe ailleurs
je veux dire, chacun est maître de son destin. Hein. Moi, je suis quelqu'un plutôt loyal hein, dans la vie. Je suis pas parfait, bien évidemment, mais moi, je n'oublie pas d'où je viens, quoi, dans la vie. Moi, Noisy-le-Sec, le 93, mes amis, je les oublierai jamais. C'est mes amis à vie. C'est peut-être mon éducation, ma culture. Maintenant, pour le reste, bien évidemment, la Ligue se réjouit de son parcours, mais depuis 2013, pas depuis 2020. Certains se réjouissent de son parcours maintenant. Nous, ça fait 7 ans qu'on l'accompagne. Jamel, moi, effectivement, en parlant de Oui, Stéphanie bien. Frappard, elle m'avait arbitré en DSR, donc il y a quelques années. Elle a eu une trajectoire fulgurante. Est-ce que c'est par l'intermédiaire de la Ligue et de la Fédération qu'on voit que les arbitres montent progressivement, alors qu'elle est montée vraiment par grande marche? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, mais bien évidemment, après, à un moment donné, elle est utile pour la politique, tu l'as bien compris, c'est ce que tu sous-entends. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut en faire une égérie. On avait besoin, comme nous on l'a fait à la Ligue, mais en plus, et je vous le dis très sincèrement, c'est une très bonne arbitre, attention. Elle a un talent inné pour On est tous d'accord. l'arbitrage. Et nous on l'a découverte, je te dis, en 2013. Personne ne la connaissait, à part le monde de l'arbitrage. Les gens aujourd'hui se rappellent effectivement qu'elle nous a arbitré en DH ou en DSR, mais en fait, après, on passe à autre chose. On a d'autres arbitres, on a plein d'arbitres. Sauf qu'elle, elle a un vrai talent, et donc elle le doit à elle-même. Il y a aussi la formation de notre CRA, qui est aussi de grande qualité. Maintenant, on a Eric Poulac qui nous a rejoint, qui a une expérience absolument remarquable. On a un arbitre international, ancien arbitre international algérien, qui a fait les matchs de Coupe du Monde, des demi-finales, etc., qui nous apporte aussi une expérience. Vous savez ce que c'est, les gars, vous êtes des coachs, que quand tu as un certain vécu, ça peut aider aussi ton équipe et tes joueurs, et même vous-même. Donc, transmettre son savoir, me paraît, et notamment dans l'arbitrage, c'est vachement important. Et c'est vrai qu'après, elle est montée rapidement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles aussi, les gars. Il n'y a pas beaucoup de filles dans l'arbitrage. Donc, à un moment donné, elle perce plus vite que les autres, plus vite que les garçons. Et puis, parce que aussi, on a besoin aussi d'une image, d'une icône, pour emmener tout le reste de l'arbitrage féminin. Mais elle le mérite. C'est pas, elle n'a pas eu, il faut être très clair, elle n'a pas eu de piston au point où. Non, il faut. Elle a un vrai talent. Et moi, j'ai été très fier qu'elle ait été avec moi. Et je ne regrette pas du tout, et pas un seul instant, de l'avoir soutenue, de l'avoir poussée partout jusqu'à la fédération, d'avoir emmerdé la DNA, d'avoir emmerdé Pascal Garibian, etc. Pour faire jouer Stéphanie. Au contraire. Sauf qu'effectivement, que quand on est dans un camp, qu'on passe de l'autre, dans mes quartiers à moi, dans mon éducation, on est loyal et on reste avec les gens. Voilà. La trahison, Jamel, ça existe. En fait, dans ma culture, ça n'existe pas. d'accord. Jamel, en tout cas, merci d'avoir mis en évidence et en avant l'arbitrage féminin. À quelques jours du verdict de l'élection à la présidence de la Ligue de Paris, qui est normalement, donc, si je ne me trompe pas, le 19 décembre, êtes-vous confiant? Écoutez, déjà, on ne sait pas si on va le faire le 19, puisqu'il y a eu des déclarations hier et avant-hier par le biais du gouvernement. Il y a une circulaire aujourd'hui. Donc, j'ai provoqué un conseil d'administration en anticipant évidemment les décisions. Donc, il y a un conseil d'administration à 19h, puisque nous, on est dépendant, en fait, comme vous l'avez compris, on est dépendant des décisions gouvernementales et des préfets, par déclinaison des préfets. Et les préfets, aujourd'hui, nous, on a affaire aux préfets des Hauts-de-Seine, notamment pour la salle, vous savez, la scène musicale qui est à Boulogne, qui est une grande salle. On a pris la plus grande, en fait, qu'il y avait sur la région, qui contient 6000 places, alors qu'on a à peu près 500 ou 600 personnes qui viennent à nos AG, puisque là, on n'aurait autorisé qu'une personne par club. Alors que d'habitude, on peut avoir des gens qui sont accompagnés, sauf que là, compte tenu des conditions sanitaires, une seule personne par club aurait été permise. Sauf que là, les retours qu'on a sont pas très positifs. Donc, on attend là, dans l'après-midi, un certain nombre de décisions. On a un comité directeur à 19h et on verra si effectivement on patiente ou on bascule tout de suite en repoussant la date de l'AG, et ensuite le mode de scrutin, le faire en dématérialisé ou en présentiel. Tout va dépendre
les éléments qu'on va voir tout à l'heure, mais on prendra une décision à 19h. Et pourquoi un troisième mandat, Jamel? Parce qu'on n'a pas fini. C'est comme quand tu as un joueur à la mi-temps, tu le fais sortir, il dit bon, ça va encore, j'ai envie de jouer. Je suis bien, je suis pas essoufflé. Non, mais sérieusement, déjà, j'ai commencé très tôt par rapport à la moyenne nationale. Quand j'ai été élu en 2012, en 2013, puisque j'ai commencé en janvier 2013, j'étais le plus jeune président de ligue. Donc il y a 8 ans, j'avais à peine 52 ans. C'est à l'âge où on est encore dirigeant. Président de ligue depuis des années, c'est 70 ans, quoi. Donc j'y suis depuis des années. J'ai été pendant très jeune. Et ensuite, c'est qu'on a commencé quelque chose qui me semble plutôt bien tenir la route, notamment la relation qu'on a créée avec les clubs aujourd'hui. Et je le vois au travers tous les messages de soutien que j'ai. Et puis surtout, on a un vrai projet de développement sur le domaine de Morfondé, campus. J'y étais ce matin avec les éducateurs, donc une nouvelle fois, ils ont pu comprendre le projet qu'on souhaite y mettre. Et voilà, on veut finir le travail, comme on dit. Et ensuite, peut-être que j'aurai un âge pas très vieux. Hein. Vous savez, concernant mon concurrent direct, qui est là depuis, j'allais dire, qui est contre moi depuis que je suis né, j'ai l'impression. Pour atteindre son âge aujourd'hui, il faudrait que je refasse encore 3 mandats. Vous parlez de Thierry Mercier, Jamel? Oui, il a 73, 74 ans. Moi, j'en ai 61, donc 3 x 4, 12. Je peux encore faire 3 mandats et j'arriverai même pas à son âge pour me représenter. Donc, j'ai un petit peu de marge, mais c'est surtout parce que j'ai encore envie, quoi. J'ai encore envie de porter des projets, j'ai encore envie de servir les clubs comme on le fait là, d'essayer de fédérer des clubs qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le même univers, des clubs de quartier, des clubs ruraux, des clubs ultra urbanisés. Moi, j'ai connu une ligue qui discriminait, j'ai connu une ligue qui stigmatisait certains nombres de clubs sans les connaître vraiment. Nous, on respecte tout le monde, qu'on soit dans le 93 ou au fin fond du 91. Nous, on respecte tout le monde, on respecte en fait l'aventure humaine qu'il y a dans chaque club. Moi, au début, à Noisy-Sec, j'étais dans mon club, en fait, j'étais dans mon monde. Je me rendais pas compte qu'en fait, chacun vivait un univers qui lui appartenait. Et en devenant président de district et président de ligue, je me suis retrouvé dans 1100 univers. Et quand j'écoute les présidents, quand j'écoute les coachs, quand je viens avec eux avant les matchs, qui me parlent de leurs difficultés ou de leur bonheur, je me retrouve dans leur univers et j'en fais le mien, en fait. Aujourd'hui, je suis président de plusieurs clubs. Oui, tout à fait. Et, Oui. et vous le faites fort bien, mais concernant ce domaine de Morphodé, le centre éducatif, Oui. on parle d'un gouffre financier. Pouvez-vous répondre à cela? Ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a des gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, puisque, par exemple, Thierry Mercier, qui a fait une déclaration, il n'a pas parlé de gouffre financier, puisque cet homme, moi, je l'ai vu 0 fois en 4 ans. Quand je dis 0 fois, c'est 0 fois. Donc, il n'est pas venu à aucun conseil d'administration, aucune réunion, aucun rassemblement, aucune opération de la Ligue, aucune réunion président de Ligue, président de district. Et il ne connaît pas. Il ne connaît pas Morfondé. Il est venu 15 minutes. 15 minutes, c'est pas 15 minutes en l'air, c'est 15 minutes parce que la sécurité chez nous, du domaine de Morfondé, marque les plaques d'immatriculation avec les heures d'entrée et de sortie. Donc il est venu qu'une seule fois et il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. Il n'a pas participé non plus à son achat. Ce qu'il a dit dans le Parisien, c'est juste honteux parce que c'est un mensonge. Il n'a pas jamais assisté au comité directeur qui a validé l'achat, ni le crédit, ni rien du tout. Et actuellement, les comptes de Morfondé sont à l'équilibre. Mais surtout, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse parler de choses qu'on ne connaît pas. Le domaine de Morfondé, ce n'est pas un centre éducatif, c'est le centre technique de la Ligue. C'est comme si vous me disiez que le bâtiment de la Ligue, Place de Valois, il coûte de l'argent. Personne s'est intéressé à savoir que le bâtiment de la Ligue coûte en entretien, en réparation, etc. Et pourtant, on ne dit pas ça coûte de l'argent. Pourquoi ? Le domaine de Morfondé, c'est les bâtiments de la Ligue. Je ne comprends pas qu'on ait cette vision-là. Par contre, moi, ce que je vais vous dire,
c'est qu'on va être la seule ligue en France, la seule ligue à créer des richesses et des recettes avec le domaine de Morfondé. Demain, la Ligue de Paris-Île-de-France va pouvoir s'appuyer sur cette nouvelle recette pour alléger les clubs, comme je l'ai fait. Vous savez, j'ai acheté le domaine de Morfondé avec mon équipe sans demander au club un seul centime. Vous savez que depuis 2012, je n'ai pas augmenté rien du tout, ni les licences, ni les DCC, rien de rien. C'est-à-dire que j'ai acheté Morfondé avec les économies que j'ai fait et pas sur le dos du club, sur ma gestion rigoureuse, sur ma gestion vertueuse, en allant chercher des partenaires comme Intersport, comme le Crédit Mutuel. Voilà, j'ai été chercher des ressources nouvelles qui m'a permis d'acheter Morfondé. J'ai même fait plus de 3 millions de travaux sans peser sur les clubs. Donc comment aujourd'hui on peut dire que c'est un gouffre financier, puisque chaque année, j'arrive à générer, en plus de l'achat, en plus des travaux, à générer plus de 800 000 euros d'excédent budgétaire chaque année. Cette année, on va être, sur ce mandat, on va être à plus de 3 millions d'euros d'excédent, sans avoir pesé sur les clubs. Je trouve que c'est de ça qu'il faut parler. Le reste, franchement, ça ne m'intéresse pas. Jamel, alors dans ce cas-là, au vu de la crise sanitaire qui nous touche tous et qui touche le football comme d'autres activités, est-ce que si vous êtes réélu à la fin de la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines, est-ce que vous envisagez par exemple de baisser le prix de la licence? Mais on ne peut pas baisser quelque chose qui n'a jamais été augmenté. Ceux qui parlent comme ça, ce sont des vendeurs de vent. Surtout que la plupart, c'est vraiment des vendeurs de vent, puisqu'ils ont l'habitude de vendre des espaces publicitaires. Donc, ce sont, vous savez, les gens qui nous appellent dans la journée pour nous vendre un contrat d'assurance. Donc, c'est des spécialistes. Comment vous voulez parler de quelque chose que vous ne connaissez pas? Ils ne savent même pas ce que c'est quoi les comptes de la Ligue. Là, j'entends ici et là des gens qui déclarent qu'on a un budget de 10 millions. On n'a pas un budget de 10 millions, on a un budget de 5 millions. Puisque sur les 10 millions, il y a la moitié qui repartent au district. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les comptes à tiroir. C'est-à-dire, vous recevez, je ne sais pas, 10 euros de licence d'un club, ben, il y a une partie qui va à la Ligue, une partie qui va au district, une partie qui va à l'assurance et une partie qui va à la fédération. Donc, la moitié du budget de la Ligue, des recettes de la Ligue, repartent dans les districts. Donc, vous n'avez plus que 5 millions pour gérer l'ensemble du football francilien. Vous devez gérer les frais occasionnés sur le site de Place de Valois. Et ensuite, maintenant, vous avez un domaine dans lequel vous n'avez pas fait vous en avez engagé des frais de rénovation, de réparation. Depuis un an, on est installé là-bas avec notre équipe technique, on est installé avec notre équipe administrative de la technique. Voilà, le site vit, travaille et on génère encore des excédents. Et ces excédents, vous savez à quoi ils servent? À faire les travaux de demain pour ne pas pouvoir dire au club, bon les gars, on va être obligé d'augmenter les licences parce que on a besoin d'un amphithéâtre, on a besoin d'un terrain de futsal. Toutes les autres ligues, je suis affirmatif, toutes les autres ligues ont augmenté les licences quand ils ont acquis un centre technique. Nous sommes la seule ligue où on a demandé rien du tout au club. Non, mais vous faites bien de le rappeler. De le préciser. Non, exactement. Mais Farid, les prix de licence, les prix du DCC datent de 2012. 2012, quand je suis arrivé, c'est-à-dire que ça va faire 2 mandats où on n'a rien augmenté. Vous savez combien moi j'ai d'augmentation de salaire? Les coûts de la vie, le prix de l'essence, le prix du pain, tout a augmenté. Et nous, on supporte cette charge sans la faire peser par les clubs. Vous voulez que je vous donne votre salaire de 2012, moi? Je dis à tous les salariés, ben écoutez, vos salaires, on va revenir à 2012. Parce que moi, je n'ai pas fait peser ça sur les clubs. Ben, quand je vais acheter de l'eau, ben, je vais reprendre les prix de 2012. Les contrats d'assurance, on va reprendre ceux de 2012. Mais non, nous, on n'a pas fait peser ça sur les clubs. On l'a pris sur nous pour pas que les clubs aient une charge financière supplémentaire. Et ça, nous l'avons démontré. Les autres, ils parlent dans le vide. D'accord. Merci pour votre transparence et franchise, Jamel. J'aurais d'autres questions, mais je vais quand même laisser la parole à mes consultants. Jamel, j'ai une petite question. Bien sûr. Un des postulants proposait de faire 2 mandats, de restreindre la participation d'un président à 2 mandats. Est-ce que tu penses que c'est logique dans une constitution à long terme?
dépend du projet que tu as quand tu viens. Toi, par exemple, c'est souvent les gens qui n'ont pas grand-chose à proposer qui sortent ce genre de choses. On le voit dans le domaine politique. En fait, c'est complètement démago. Parce que quand nous, on a eu le domaine de Morfondé, on ne pouvait pas dire, voilà, on l'achète et on se casse. Et on se dit, ben, charge aux autres de le faire. Si tu as des choses à faire, si tu penses que ton cheminement n'est pas terminé et que tu as envie que demain, quand tu pars, ben, tu as tout stabilisé, comme nous on l'a fait par exemple, et vous le savez, le collège des présidents de club, le conseil consultatif, d'avoir modifié les statuts qui permettent au club d'être maintenant dans les statuts de la Ligue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aventuriers qui vont arriver, qui vont baratiner nos clubs et qui vont prendre en main la Ligue sans montrer patte blanche, comme certains aujourd'hui sont pour moi effectivement des aventuriers. Et proposer ça, c'est complètement démago, parce que tu sais pas, peut-être qu'un mandat déjà c'est trop pour toi. Peut-être que 2 mandats c'est pas suffisant. Tout dépend du projet que tu portes, tout dépend de l'équipe, tout dépend de la philosophie qui est la tienne quand tu vas animer et notamment une ligue comme la nôtre, quoi. Tu sais, le domaine de Morfondé, l'achat, je l'ai fait en un mandat, William, c'est bien. Ça faisait 100 ans qu'ils attendaient ça. Nous, on l'a fait en un mandat. Le 2e mandat, on a commencé à rénover, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pu mettre nos équipes techniques. Le 3e mandat, c'est d'installer le modèle économique. Et ça, il faut qu'on soit là pour pouvoir le mettre. Et puis enfin, il ne faut pas oublier qu'on est dans une période hyper déstabilisante, critique. Les clubs vont avoir un boomerang là, dans les mois qui vont arriver. C'est pas cette saison parce qu'on aide les clubs actuellement. La Fédé, on a réussi à avoir ce fonds de solidarité. Je le rappelle, William, le fonds de solidarité vient de la Ligue de Paris. C'est nous qui l'avons proposé à l'ensemble des collègues présidents de Ligue. Sous cette année, je crains moi, c'est l'année d'après qui va être compliquée. La perte des subventions, la diminution des subventions. Les licenciés, est-ce qu'on va tous les récupérer? Est-ce que les parents vont pouvoir payer leurs cotisations quand certains vont se retrouver au chômage? On ne sait même pas si on va pouvoir reprendre début janvier. Donc la Ligue et les clubs ont besoin de stabilité demain. Et demain, c'est demain, je parle demain au sens propre, parce qu'au lendemain des élections, il va falloir une équipe en place qui travaille tout de suite, pas une équipe qui va chercher les clés du magasin ou les clés de la voiture. Il va falloir des gens qui gèrent tout de suite le quotidien des clubs. Il ne va pas dire, bah non, écoutez les gars, j'ai pas le temps, nous on vient d'arriver, il faut y aller, les clubs ils attendent là. Il y a les championnats qui vont reprendre, on ne sait même pas si on va aller au bout du championnat ou s'il va falloir faire les matchs allés et ensuite les play-offs, les play-downs. On ne sait pas si on va pouvoir laisser 1 ou 2 week-ends pour les clubs pour qu'ils fassent leur petit tournoi en fin d'année ou leur loto pour gagner un peu d'argent. Et là, les clubs ont besoin d'une ligue stabilisée, stable, une équipe qu'ils connaissent, des gens qui connaissent. D'ailleurs, Jamel, oui. Jamel, concernant ce scénario de reprise. Je ne sais pas si vous m'entendez, Jamel. J'ai pas entendu. Est-ce que l'envisager le 20 janvier comme prévu, c'est toujours faisable ou finalement, à ce jour, vous ne pouvez pas nous l'assurer? Ben là, c'est un des rares groupes de travail où j'ai accepté de travailler, puisque je rappelle que contrairement à certains de mes concurrents qui passent leur vie à la fédération en commission de discipline pendant 20 ans ou chef de délégation d'une équipe de France ou à la fondation pendant des années, moi j'ai consacré tout mon temps du district de la Seine-Saint-Denis et de la Ligue de Paris pour la Ligue de Paris pour mes clubs. J'ai pas passé 1 heure à la fédération. J'ai accepté le groupe de travail parce qu'il me semblait important, soit pour les compétitions, soit pour le fonds de solidarité. C'est les 2 seuls groupes de travail, c'est pas des commissions. Et donc sur les compétitions, plus on attend, plus effectivement les options se réduisent. On peut avoir l'option 1, par exemple, on dit on va essayer d'aller au bout des championnats. Bon, ça, si on avait repris le 15 décembre avec une réathlétisation des joueurs, c'est-à-dire leur permettre de refaire une préparation de 4 semaines au moins, et de reprendre première semaine de janvier, tout en intégrant la Coupe de France, me paraît aujourd'hui de plus en plus improbable. Si on reprend le 15 ou le 20 janvier, voilà, faire au moins les matchs allés et ensuite les 6 premiers, si c'est un groupe de 12, et les 6 derniers, entre guillemets, les 6 derniers, faire des play-offs de monter et de descendre et d'arriver jusqu'au bout pour avoir un vrai champion et un vrai descendant et pas faire au quotient. Moi, j'ai écarté le quotient parce que ça va, on l'est passé l'année dernière. Là, aujourd'hui, on n'a pas à faire ça.
Donc faire un vrai championnat, même s'il ressemblera pas à ceux des années précédentes, mais il faut qu'on ait je veux dire quelque chose qui ressemble à nos championnats à nous. En tout cas, moi, je me suis battu là-dessus. C'est une des rares options qui restent. Et plus on tardera dans la reprise, et plus nos options vont s'éliminer, vous l'avez bien compris. Parce qu'en plus, il faut conserver des dates de match remis. Il faut reculer les dates de championnat, la fin du championnat au 27 juin, voire au 4 juillet. Alors, je ne sais pas si juridiquement jusqu'au 4 juillet c'est possible, puisqu'il y a vous savez, les changements de club, les mutations, etc. Oui. Il y a des contrats aussi, il y a des contrats fédéraux. Mais jusqu'au 27 juin, ça me semble acquis. Et permettre, je dis aussi, 1 ou 2 week-ends pour des clubs qui seraient amenés à faire vivre leur club. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les compétitions, il y a tout ça, mais il y a aussi le lendemain, quoi. Comment va vivre les clubs qui, lui, faisaient des soirées, ou même le Noël des enfants, n'ont pas pu le faire. Ils font des lotos où ils gagnent 3-4 000 euros dans l'année. Donc 3-4 000 euros, pour eux, c'est pratiquement leur budget. Il faut penser en fait aux 1000 clubs. Il ne faut pas penser simplement aux 200 ou 300 qui sont avec des équipes au niveau régional. Et le président de ligue, il doit penser à tout le monde. Je suis d'accord, Jamel. Raymond, as-tu une question? Non, moi, je voulais juste savoir si ça va jusqu'au 27. Est-ce qu'on pénalise pas les. C'est le minimum, oui. Ouais, est-ce qu'on pénalise pas les bacheliers? Mais bien sûr qu'à un moment donné, alors évidemment que les problèmes des examens, il y a aussi des gens qui disent mais moi je pars au sport d'hiver au mois de février, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs aujourd'hui qui ont été bousculés. Il y a plein de trucs qui ont été bousculés. Nous, on a des étudiants dans le conseil consultatif de la jeunesse, tu sais, qui sont en master 1 ou master 2, qui ont passé leur année scolaire en visio. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas aller faire des stages d'entreprise. Tu vois, ils étaient dans le doute parce que pour trouver des stages de ce niveau-là, il faut en envoyer 50 pour arriver à avoir une bonne réponse. Tu vois. Et donc là-dessus, le conseil consultatif m'a alerté sur les études, sur les études universitaires, mais aussi pour ceux qui passent le bac. Mais à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que c'est fini. On dit les gars, bon, on ne fait plus de foot, on fait une saison blanche. Mais la saison blanche, c'est bon pour personne parce que les parents, ils vont vous demander les remboursements. Les clubs vont nous demander les remboursements et nous, on peut rien rembourser puisqu'on a payé nos salariés, on a payé tout le monde et donc on va partir dans une galère pas possible. Donc, bien évidemment, il y en a qui vont être pénalisés. Bien évidemment que s'il nous reste que 4 mois pour faire une saison en 4 mois ou 5 mois, les dates de vacances scolaires, on va jouer au foot. Là, on a fait une enquête, l'enquête qui nous est revenue notamment sur le futsal. Les gens sont prêts à jouer, même sur un arbre. Même si tu leur mets un terrain en Haute-Savoie, ils vont jouer. Aujourd'hui, les clubs veulent jouer. Ils veulent jouer au foot, c'est tout. Ils veulent faire jouer les petits. Moi, j'ai vu le bonheur, là, quand je suis allé à Mitry ou ailleurs, ou à Montrouge la dernière fois avec la ministre, j'ai vu les mômes. Franchement, quand tu regardes le visage des mômes, tu dis, tu sais pourquoi tu te bats, quoi. Je dis, au moins, ils sont sur le terrain. Voilà, on a tous compris ça. Donc, il faut qu'on joue au football, les gars. Il faut qu'on fasse des sacrifices les uns les autres. Exactement. D'ailleurs, et après je laisserai la parole à Mohamed et à William. Tout à l'heure, vous avez parlé des mutations en fin de saison. Et je sais que c'est un sujet qui a des répercussions pour certains clubs, surtout au niveau à cause du nombre d'arbitres. Est-ce que vous avez est-ce que peut-être pour ce troisième mandat, est-ce que il y a une réflexion sur ces joueurs mutés? Alors le problème, c'est qu'il intervient. En fait, ces obligations, en fait, qui sont faites dans le cadre des statuts de l'arbitrage ou le statut des éducateurs. On pourrait aussi parler de nos éducateurs qui ne peuvent pas passer le DESGEPS alors que leur club en a besoin et que la fédération nous bloque nous. Alors j'arrête pas de me battre pour qu'il y ait plus de candidats qui puissent passer les tests d'entrée, par exemple. Ça, c'est pas du fait de la Ligue, c'est du fait de la DTN avec qui je me bats comme un fou parce qu'on a des clubs qu'on amende ou qu'on leur interdit demain, alors qu'on n'accepte pas leur entraîneur pour passer les diplômes. C'est absolument honteux, ce truc-là. On m'a refusé, moi, mes cadres techniques à moi. Il a fallu que je monte jusqu'au président de la Fédé pour qu'on prenne Céline et Morgane Brio, alors qu'ils sont des cadres de la Ligue, où ils ne peuvent même pas passer leur diplôme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on oublie qu'on a affaire à des clubs amateurs, quoi. Ils ne vont pas tous être entraîneurs de Ligue 1, Ligue 2. Ben, pour ce qui concerne les mutations, la règle, elle est pour tout le monde, dans le sens où les clubs, on les accompagne.
et notamment au niveau du statut de l'arbitrage. Et ce que je vais faire à la Ligue, comme je l'ai fait dans les districts, puisqu'on a récupéré la totalité maintenant de la formation, arbitre, etc., toute l'administration, l'inscription passe par les ligues, c'est plus les districts. C'est que je vais imposer des formations d'arbitres avant la date limite pour que les clubs se mettent en règle. C'est-à-dire que si c'est le 31 janvier, ben, il y aura un stage dans chaque département pour que les clubs puissent envoyer des candidats arbitres pour pouvoir se mettre en règle. Et pas en faire un au mois de septembre et plus du tout jusqu'après le 31 janvier. Et les clubs ne peuvent plus se mettre en règle. Mais très bien, c'est du concret. Et Jamel, favoriser merci aussi les clubs qui font un peu plus. Oui, et favoriser, Farid, aussi ceux qui ont plus d'arbitres. Et là-dessus aussi, j'avais proposé, et on n'a pas été au bout de la démarche, aider les clubs. Effectivement, on parlait tout à l'heure de mutations supplémentaires, comme ça a été à une époque, mais aller beaucoup plus loin, favoriser les clubs qui dépasseraient les conditions qui sont demandées pour remplir comment dirais-je, le statut de l'arbitre ou des éducateurs et les aider peut-être à avoir des mutations supplémentaires, d'avoir des bons de formation gratuits supplémentaires. Voilà, c'est favoriser aussi ceux qui réussissent. Il y a des gens qui sont dans l'échec ou qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Ceux-là, il faut les aider, les accompagner, les soutenir. Et les autres, il faut les récompenser en leur disant bravo, ce que tu fais, ben, ça mérite peut-être une mutation supplémentaire, peut-être de bons de formation en plus gratuits pour que tu puisses envoyer un de tes jeunes en formation de CFF, etc. D'un côté, soutenir et de l'autre côté, valoriser. Ouais, il y a une très belle idée, très bonne valorisation. Dernière question, messieurs, parce que le temps passe super vite. Mohamed, William. Jamel, j'ai une petite question pour revenir à la relation que tu avais avec la fédération. La dernière fois, sur une radio, tu expliquais que tu n'étais pas convié à une réunion pour le football amateur. Ça, c'était la première question. Et puis la deuxième, tu parlais des diplômes. Effectivement, aujourd'hui, les éducateurs de la région parisienne se plaignent de ne pas pouvoir avoir accès à la formation au DES. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a un conflit entre la Ligue, la plus grosse ligue de France, et la fédération, ou est-ce que c'est un problème d'hommes? Très bonne question. En fait, par exemple, nous, on est devenu la ligue pilote pour la formation. C'est-à-dire qu'on est la seule ligue qui avons mis un nouveau process pendant la période de crise Covid. Suite aux nombreuses réunions qu'on a, en fait, on a des réunions toutes les semaines en audio-visio avec l'ensemble des services de la fédération, avec le président Le Graët, avec la LFA et les présidents de ligue. Et les multiples interventions dont j'ai fait l'objet ont démontré la perspicacité, j'allais dire, et la justesse de nos propos. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à la DTN, nous, on avait proposé, mais c'est juste du bon sens. On avait dit, nous, les formations, on va les faire en visio. Et ensuite, pour la partie PEDA, ben, vaut mieux la faire l'après-midi. Comme ça, les gens, ben, comme on n'avait pas le droit au vestiaire, etc., ils pouvaient rentrer chez eux et faire la PEDA le matin et ensuite la salle l'après-midi. Ben, les mecs restaient en sueur toute l'après-midi, etc. Et la DTN n'a pas voulu qu'on inverse ça. Et ben, Noël Le Graët est intervenu en disant ben, on fera comme la Ligue de Paris a proposé et vous allez le voir. Et donc, ils sont venus à la Ligue, avec Ali, on leur a proposé un process de formation qui est aujourd'hui en cours, hein, puisqu'ils sont sur le terrain, ils sont chez nous. Hier, je suis passé, ils étaient là-bas. J'ai croisé les gens qui étaient en formation. Donc là-dessus, non. Après, c'est le nombre important qu'on a, nous, on est victime, en fait, de notre succès. On est victime du fait qu'on a plus de clubs en championnat national que d'autres, soit en championnat U17, U19, et puis les championnats de filles aussi. On a le plus de filles en D1 et en D2. On a le plus de clubs en championnat nationaux de D1, D2 futsal. On a le plus de tout partout. Donc forcément, on a plus de demandes d'éducateurs. Sauf qu'à ce moment-là, il faut que la DTN prenne en compte cette réalité et fasse pas un passe-droit pour la Ligue en disant on va en donner plus pour la Ligue. Non, vous devez donner à la Ligue ce que vous leur devez au regard de ses résultats. Et c'est la discussion que nous avons aujourd'hui. Et croyez-moi, dans les mois qui vont arriver, les choses vont évoluer puisqu'ils ont déjà évolué. Et je vous garantis qu'il y aura plus de joueurs, plus d'éducateurs de notre Ligue qui vont pouvoir passer au moins leur test d'entrée et pas les refuser déjà sur le test d'entrée et ensuite les rejeter. Et c'est un dossier que je suis particulièrement
particulièrement celui-là, parce que j'en ai marre. Moi, je suis passé par là, donc je sais de quoi je parle. Donc j'en ai marre. Et c'est pas que moi, mais il y a d'autres collègues aussi qui se plaignent de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Messieurs, on on va va pas faire des arriver sélections à la sur base la alors fin qu'on en de a besoin. l'émission. Alors évidemment, il y a du chômage. Juste une petite question. Est-ce que ça ne peut pas être fait au ratio? Vu qu'il y a plus de monde en Ile-de-France, forcément, il devrait avoir un peu plus de place. Parce que, pareillement, moi, j'ai essayé de Plus de passer ratio le et puis DS. aussi la réussite. Valoriser Bah ce oui, que je viens de dire, la réussite. Si bien on a sûr, bien sûr. Allez-y, monsieur Sanjak. J'entends très mal là actuellement, mais on est toujours sur les ratios. C'est aussi la qualité des clubs qu'il y a chez nous, la qualité de la formation qui fait la réussite. Les clubs font un travail remarquable, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on se rend compte qu'on a tous nos jeunes qui sont dans les plus grands clubs professionnels, mais on ne se rend pas compte que ça vient aussi de la qualité de la formation de nos clubs et de la qualité de formation de nos éducateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on marche sur la tête. Je crois que les joueurs, il y a des maternités dans les clubs pro, quoi. Je crois que les mômes naissent là-bas. Ils naissent dans nos clubs. C'est nos éducateurs de jeunes et ceux qui les ont après qui les ont mis sur la bonne route. Oui, mais Ça doit être Jamel, tu es d'accord avec nous quand même que Mohamed, je suis désolé, mais on va arriver sur la fin de l'émission. Je suis vraiment désolé de vous couper, messieurs, mais on va atteindre l'heure d'échange sur RGB. Et donc, je tiens absolument à laisser le mot de la fin à Jamel, comme je fais à chaque fois. Donc, déjà, Jamel, merci d'avoir accepté cette invitation. Et je vous laisse le mot de la fin. Non, moi juste déjà remercier nos amis qui nous ont accompagnés pendant cette heure. Il y a des coachs là et moi j'apprécie bien évidemment William que je connais, mais Mohamed aussi, je sais qu'il fait un travail super à Ivry, même s'il y a eu des incompréhensions entre ce club et moi, mais bon, je sais faire la différence et je sais qu'il fait un super travail. Et je voudrais évidemment, puisque j'ai des coachs là, saluer l'ensemble des coachs en Ile-de-France pour leur dire que s'il y a une vraie réussite à la Ligue de Paris, on le doit beaucoup à nos éducateurs. Comme je vous l'ai dit, je viens de signer une belle convention avec l'AEF qui a été intégrée dans la convention avec le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est une nouveauté. Vous allez pouvoir la découvrir. Donc les éducateurs sont complètement impliqués avec moi et je leur souhaite évidemment beaucoup de courage. Et je leur dis à très vite sur le terrain. En tout cas, merci beaucoup, Jamel. Merci William, Raymond, Mohamed de m'avoir accompagné à l'occasion de cette émission. Chers auditeurs, auditrices, merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Petit message, grand merci également au personnel hospitalier pour tout ce que vous faites actuellement. Surtout, n'oubliez pas, le football, ce n'est que du plaisir. À très bientôt sur RGB 99.2 FM. Au revoir, messieurs. Merci, les gars. Ciao. Ciao, ciao.